Le froid de la lame contre ma gorge. C'est la première sensation qui me traverse l'esprit chaque matin depuis 3 semaines. Pas la douceur des draps en soie que Clara a insisté pour acheter avec notre bonus de fin d'année. Pas l'odeur de son parfum Chanel qui flotte encore sur l'oreiller. Non. Cette sensation glaciale d'une lame invisible qui me rappelle à quel point ma vie parfaite n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée. Je m'appelle Thomas Mercier. 42 ans, directeur marketing digital dans une agence parisienne spécialisée dans les campagnes de retargeting pour les marques de luxe. Ma femme Clara dirige une plateforme e-learning dédiée à la beauté et la mode, un empire numérique qu'elle a bâti en 5 ans avec un ROI impressionnant de 340%. Nous vivons dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, financé par un crédit immobilier dont nous remboursons les dernières échéances cette année. En surface, nous formons le couple parfait de la nouvelle bourgeoisie digitale parisienne. Clara et moi nous sommes rencontrés il y a 8 ans lors d'une conférence sur le marketing d'influence. Elle animait une masterclass sur la monétisation des contenus beauté, moi je présentais une étude de cas sur l'optimisation des campagnes publicitaires pour les influenceuses mode. Le coup de foudre professionnel s'est mué en passion, puis en mariage. 2 entrepreneurs ambitieux qui construisaient ensemble leur portefeuille d'investissement et leurs revenus passifs. Mais ce matin du 15 mars, dans notre lit king size, je fixe le plafond en me remémorant la scène qui a tout basculé. Il était minuit 37 exactement quand j'ai ouvert les yeux. Clara dormait à côté de moi, du moins je le croyais. Son souffle était régulier, sa silhouette immobile sous la couette. Mais une lueur bleutée dansait sur le mur, projetée depuis son côté du lit. Son téléphone. Je me suis tourné discrètement. Clara tenait son iPhone, les yeux grands ouverts, complètement absorbée par son écran. Ses doigts glissaient rapidement sur le clavier virtuel. Elle écrivait quelque chose avec une concentration que je ne lui voyais habituellement que lorsqu'elle préparait ses campagnes de branding les plus importantes. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Pas de jalousie immédiate, plutôt de la curiosité. Clara avait ses insomnies, je le savais. Souvent elle consultait les métriques de sa plateforme, répondait à des partenaires internationaux, ou planifiait ses contenus du lendemain. Mais à cette heure, et avec cette discrétion, j'ai fermé les yeux et fait mine de dormir, tout en surveillant la lueur qui continuait de danser. Au bout de 10 minutes, j'ai entrouvert légèrement les paupières. Clara tenait toujours son téléphone, mais elle souriait. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Doux, complice, presque coquin. Le même sourire qu'elle avait eu lors de nos premiers rendez-vous, quand elle me découvrait. Elle a tapé encore quelques mots, puis j'ai vu son visage s'illuminer à la réception d'une réponse. Ce sourire s'est élargi, elle a mordu sa lèvre inférieure, ce tic qu'elle avait quand quelque chose l'excitait vraiment. Mon estomac s'est noué. Puis tout s'est arrêté. Clara a posé son téléphone face contre le matelas, s'est tournée vers moi et s'est blottie contre mon dos. J'ai senti sa main glisser sur ma poitrine, ses lèvres effleurer ma nuque. « Tu dors, chérie ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendait. Elle a attendu quelques secondes, puis sa respiration s'est progressivement calmée. Vraiment endormie cette fois. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, 1000 questions se bousculant dans ma tête. Mais une certitude s'imposait déjà, ma femme avait des secrets. Et ces secrets la rendaient heureuse d'une manière que moi, je n'arrivais plus à provoquer. Le lendemain matin, Clara s'est levée avec une énergie inhabituelle. Elle fredonnait sous la douche, a pris un soin particulier à choisir sa tenue, une robe noire cintrée que je ne lui connaissais pas, des escarpins neufs. Au petit déjeuner, elle était rayonnante, presque euphorique. « J'ai une journée chargée aujourd'hui », m'a-t-elle annoncé en buvant son café. Plusieurs rendez-vous avec des marques pour de nouveaux partenariats. Je rentrerai peut-être un peu tard. « Quelle marque ?» ai-je demandé, faussement désinvolte. « Oh, tu ne connais pas. Des startups de cosmétiques qui cherchent à développer leur stratégie d'influence. Rien de très excitant pour toi. » Elle a ri, m'a embrassé sur la joue et est partie en trombe, laissant derrière elle un sillage de parfum plus intense que d'habitude. J'ai passé la matinée au bureau à analyser les métriques de nos dernières campagnes, mais mon esprit était ailleurs. Clara mentait. Pas forcément sur ses rendez-vous professionnels, mais sur quelque chose. Son attitude avait changé, subtilement mais clairement. Elle était plus distante physiquement, plus secrète avec son téléphone, plus préoccupée par son apparence. Vers 14 heures, j'ai reçu un message d'elle, déjeuner avec un client qui s'éternise. Je rentrerai vers 20 heures. Bisous. Un client. Singulier. Alors qu'elle m'avait parlé de plusieurs rendez-vous. Ce détail m'a glacé le sang.
Le soir, Clara est rentrée à 20h30, légèrement en retard comme annoncé. Elle paraissait fatiguée, mais d'une fatigue satisfaite. Comme après une journée productive. Ou après autre chose. Comment s'est passé ton déjeuner? Ai-je demandé pendant qu'elle se démaquillait. Long et compliqué. Ce client a des exigences très spécifiques pour sa stratégie de contenu. Mais c'est un gros budget potentiel. Il s'appelle comment? Clara a marqué une micro-pause, son pinceau démaquillant suspendu en l'air. Maxime Dubois. Il développe une ligne de cosmétiques naturels. Maxime Dubois. J'ai gravé ce nom dans ma mémoire. Cette nuit-là, Clara a dormi profondément, son téléphone posé sur sa table de nuit, face visible cette fois. Pas de lueur mystérieuse, pas de message secret. Mais vers 3 heures du matin, l'écran s'est allumé brièvement. Une notification. J'ai tendu l'oreille, mais Clara n'a pas bougé. Le lendemain, j'ai commencé mes recherches. Maxime Dubois n'existait dans aucun registre du commerce lié aux cosmétiques. Aucune trace sur LinkedIn, aucune entreprise à ce nom dans le secteur. Clara avait inventé ce client. Ma femme me mentait. Sur un rendez-vous client, sur un nom, probablement sur bien d'autres choses. La question n'était plus de savoir si elle avait des secrets, mais lesquels. Et avec qui? J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable, protégé par un mot de passe complexe. Je l'ai appelé Audit Clara. Comme pour une campagne marketing, j'allais analyser chaque donnée, traquer chaque anomalie, mesurer chaque écart par rapport à son comportement habituel. Parce que Clara avait oublié un détail crucial, je suis expert en analyse comportementale digitale. Mon métier consiste à décrypter les habitudes de consommation, à identifier les patterns cachés, à prédire les actions futures à partir de micro-signaux. Si ma femme avait des secrets, j'allais les découvrir. Tous. Le soir même, pendant qu'elle préparait le dîner, j'ai observé sa gestuelle avec son téléphone. Elle le consultait toutes les 8 minutes en moyenne, souriait à certains messages, fronçait les sourcils à d'autres. Mais surtout, elle le retournait systématiquement face contre la surface quand je m'approchais. Au moment de nous coucher, elle a branché son téléphone sur le chargeur de son côté, comme d'habitude. Mais pour la première fois en 8 ans de mariage, elle l'a mis en mode silencieux. « Tu attends quelque chose d'important ?» ai-je demandé. « Non, j'ai juste envie d'une nuit tranquille sans notification. » Mensonge. Clara adorait être disponible 24 heures sur 24 pour ses clients et partenaires. C'était même un de ses principes business qu'elle répétait souvent. Dans l'économie numérique, l'immédiateté crée la valeur. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir dès 22 heures. Vers minuit, comme je l'espérais, Clara s'est agitée. Elle a attrapé son téléphone et s'est glissée hors du lit. J'ai entendu ses pas nus sur le parquet, puis la porte de la salle de bain se fermer délicatement. Elle y est restée 23 minutes. Quand elle est revenue, elle souriait dans l'obscurité. Le même sourire complice que la première fois. Au matin, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai inspecté la salle de bain. Rien d'anormal, sauf l'odeur. Son parfum habituel mélangé à quelque chose d'autre. Une odeur masculine, très subtile. Un après-rasage que je ne connaissais pas. La vérité s'imposait peu à peu, ma femme avait une liaison. Mais avec qui? Comment? Depuis quand? Et surtout, jusqu'où était-elle prête à aller? J'ai compris que je venais d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Plus de naïveté, plus d'aveuglement volontaire. J'allais découvrir qui était vraiment Clara, qui était cet homme qui la faisait sourire la nuit, et comment il comptait me manipuler. Parce qu'une chose était certaine, il me prenait pour un imbécile. Et ça, c'était la plus grave erreur qu'il pouvait commettre. 3 jours plus tard, en rentrant plus tôt du bureau, j'ai trouvé Clara au téléphone dans le salon. Elle parlait à voix basse, presque en chuchotant. Quand elle m'a vu, elle a raccroché précipitamment. « C'était qui ?» ai-je demandé en l'embrassant. « Ma sœur. Elle a des problèmes avec son assurance auto. Sa prime a explosé après son petit accrochage. » Nouveau mensonge. Sa sœur habite au Canada et il était 4 heures du matin là-bas. De plus, Clara et elle ne se parlent jamais de questions d'assurance. Elle se contente de nouvelles superficielles par WhatsApp. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Si Clara voulait jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles. J'ai commencé par installer discrètement une application de surveillance sur notre réseau Wi-Fi domestique. Légalement, c'était parfaitement autorisé puisque j'étais copropriétaire de la connexion. Cette application me permettrait de voir tous les sites consultés, toutes les applications utilisées, sans violer directement l'intimité de son téléphone. Les résultats de la première semaine ont été édifiants.
Clara passait en moyenne 4 heures par jour sur des applications de messagerie cryptée que je ne connaissais pas, Signal, Telegram, et même quelque chose appelé Wickr. Des plateformes utilisées par les gens qui ont des secrets à protéger. Plus troublant encore, elle consultait des sites de voyage, des comparateurs d'hôtels, des plateformes de réservation. Toujours en navigation privée, toujours pendant que j'étais au bureau ou sous la douche. Le 10e jour de ma surveillance, j'ai identifié un pattern. Chaque mardi et jeudi, entre 14 et 16 heures, Clara utilisait massivement ses applications de messagerie cryptée. Ces jours-là, elle prétextait des « rendez-vous clients » pour s'absenter. Le mardi suivant, j'ai décidé de la suivre. J'ai quitté mon bureau à 13h30 sous prétexte d'une migraine. Clara était partie de chez nous à 13h en me disant qu'elle allait rencontrer une influenceuse beauté pour discuter d'un potentiel partenariat. Je l'ai attendue devant notre immeuble, planquée dans ma voiture. À 13h58, Clara est sortie du parking souterrain au volant de sa BMW. Je l'ai suivie à distance. Elle ne s'est pas dirigée vers le quartier des Champs-Élysées où se trouvent habituellement ses rendez-vous professionnels. Elle a pris la direction de Neuilly, puis s'est garée devant un petit hôtel discret, le Miramar, 3 étoiles, spécialisé dans les séjours d'affaires courts. Mon sang s'est glacé. Clara est entrée dans l'hôtel d'un pas assuré, comme quelqu'un qui connaît les lieux. Elle n'est ressortie qu'à 16h15, légèrement échevelée, son rouge à lèvres effacé. En la voyant remonter dans sa voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé, un mélange de rage froide et de détermination absolue. Clara ne me trompait pas seulement, elle organisait ses infidélités avec un professionnalisme qui m'a coupé le souffle. Ce soir-là, quand elle est rentrée, elle m'a raconté sa journée difficile avec cette influenceuse, capricieuse, qui changeait d'avis toutes les 5 minutes. Elle avait préparé ses mensonges, peaufiné chaque détail, anticipé mes questions. « Tu as l'air fatiguée, chérie », m'a-t-elle dit en caressant ma joue. « Ça va ? » Juste une journée compliquée au bureau. Rien de grave. Elle a souri, m'a embrassé tendrement, puis s'est dirigée vers la cuisine pour préparer le dîner. Comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de passer 2 heures dans un hôtel avec un autre homme. Cette nuit-là, allongée à côté d'elle, j'ai écouté sa respiration régulière. Clara dormait paisiblement, sans aucun remords apparent. Elle avait compartimenté sa vie avec une facilité déconcertante. Le jour, elle était ma femme aimante et partenaire d'affaires. L'après-midi, elle était la maîtresse passionnée d'un inconnu. Vers 3 heures du matin, j'ai pris ma décision définitive. Si Clara pensait pouvoir me manipuler indéfiniment, elle se trompait lourdement. J'allais découvrir qui était son amant, depuis quand durait cette liaison, et surtout, quel était leur projet. Parce qu'intuitivement, je sentais que cette histoire dépassait la simple aventure extra-conjugale. Clara sous-estimait un détail crucial, je maîtrise les outils numériques mieux qu'elle. Mon expertise en marketing digital me donne accès à des ressources de surveillance et d'analyse qu'elle ne soupçonne même pas. Si elle voulait jouer la comédie, j'allais lui offrir le spectacle de sa vie. Demain, je commencerai la vraie traque. Demain, je découvrirai tous ses secrets. En fermant les yeux, une dernière pensée m'a traversé l'esprit. Clara avait oublié que dans le marketing digital, nous avons un principe fondamental. Derrière chaque comportement d'achat, il y a des motivations cachées qu'il faut identifier pour prédire les actions futures. Ma femme était devenue mon nouveau marché cible. Et j'allais l'analyser jusqu'à comprendre parfaitement ses motivations, ses failles et ses vulnérabilités. Le lendemain matin, Clara s'est levée de bonne humeur, a préparé le café en chantonnant, puis m'a annoncé qu'elle devait se déplacer à Lyon le surlendemain pour une conférence sur l'éducation en ligne. 2 jours, ai-je demandé. Oui, jeudi et vendredi. Je serai hébergé par l'organisateur dans un hôtel partenaire. Encore un mensonge. J'ai vérifié, aucune conférence learning n'était programmée à Lyon ces dates-là. Clara planifiait un week-end avec son amant. J'ai souri et l'ai embrassé tendrement. Bon voyage, chérie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne partirait pas seule. À distance, invisiblement, j'allais être son compagnon de voyage le plus fidèle. Le mercredi soir, j'ai regardé Clara préparer sa valise avec la minutie d'une chirurgienne. Chaque vêtement était choisi, plié, rangé selon une logique qui m'échappait. 3 robes différentes pour un supposé colloque professionnel. De la lingerie de soie que je ne l'avais jamais vue porter pour moi. Un flacon de parfum Hermès qu'elle gardait habituellement pour les grandes occasions. Tu veux impressionner tes collègues, ai-je plaisanté en désignant sa tenue du lendemain, une robe bordeaux qui épousait parfaitement ses courbes. On ne sait jamais qui on peut rencontrer dans ce genre d'événement.
Les réseaux se créent aussi par l'image qu'on projette. Logique imparable. Clara maîtrisait l'art de transformer ses mensonges en leçons de marketing. Elle m'expliquait sa stratégie de séduction comme une campagne de branding personnel. « À quelle heure est ton train ?» ai-je demandé. 8h45. Je prendrai un taxi, ne te dérange pas. Et tu reviens vendredi soir? Plutôt samedi matin. La conférence se termine tard vendredi, et il y a un networking qui peut s'éterniser. Autant prendre un train en journée samedi, je serai plus reposé. Un jour de plus. Clara s'offrait un long week-end avec son amant, et elle négociait chaque heure supplémentaire comme une extension de budget dans un plan média. Cette nuit-là, elle s'est couchée tôt, prétextant sa fatigue avant le voyage. Mais vers minuit 30, la lueur familière est réapparue. Clara, que je croyais endormie, échangeait des messages avec quelqu'un. Cette fois, j'ai décidé d'agir. Je me suis levé discrètement pour aller aux toilettes. En repassant près du lit, j'ai entrevu l'écran de son téléphone. Une conversation sur Telegram. Pas le temps de lire le contenu, mais j'ai distingué un nom, M. Un seul initial pour signer ses messages secrets. Clara a sursauté en me voyant passer. « Tu ne dors pas ?» m'a-t-elle demandé en éteignant rapidement son écran. « Envie de boire un verre d'eau. Et toi ?» J'étais en train de vérifier mon planning de demain. Tu sais comme je suis stressé avant les déplacements. Mensonge numéro 1000. Clara adorait voyager, elle n'était jamais stressée par ses déplacements professionnels. Au contraire, il l'excitait. « Rendors-toi, chérie. Tu travailles demain. » Elle s'est tournée vers son côté, m'offrant son dos comme une muraille. Conversation terminée. Clara avait appris à cloisonner nos interactions pour protéger ses secrets. Le lendemain matin, je l'ai accompagnée jusqu'au taxi malgré ses protestations. Elle était magnifique, rayonnante d'une impatience qu'elle tentait de dissimuler. En l'embrassant pour lui dire au revoir, j'ai senti son cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée. « À samedi » ai-je murmuré contre son oreille. « À samedi. Je t'aime. » Ces 3 mots ont résonné comme une gifle. Clara me disait qu'elle m'aimait tout en partant rejoindre son amant. La perversité de la situation me dépassait. Dès que son taxi a disparu au coin de la rue, j'ai activé mon plan. J'avais pris ma journée sous prétexte d'une urgence familiale. Direction, la gare de Lyon. Le train de 8h45 pour Lyon était effectivement affiché. Clara n'avait pas menti sur cet unique détail. Je me suis positionné dans le hall, suffisamment loin pour ne pas être vu, suffisamment près pour observer. À 8h32, j'ai aperçu Clara près des quais. Elle n'était pas seule. Un homme l'accompagnait, la main posée sur le creux de ses reins dans un geste d'une intimité évidente. Grand, élégant, la quarantaine, costume impeccable. Il se parlait à voix basse, elle riait à ses plaisanteries, il la regardait avec une intensité que je reconnaissais. C'était la même façon dont je l'avais regardée lors de notre rencontre. Ils sont montés dans le TGV ensemble. Clara ne partait pas seule à Lyon pour une conférence. Elle partait en week-end romantique avec son amant. Mon sang s'est transformé en acide. La douleur physique était si intense que j'ai dû m'appuyer contre un pilier. Voir sa femme avec un autre homme, constater leur complicité, réaliser que leur histoire durait suffisamment longtemps pour qu'ils osent voyager ensemble. C'était un niveau de trahison que je n'avais pas anticipé. Mais au-delà de la douleur, une détermination glaciale s'installait en moi. Clara et son amant pensaient pouvoir jouer leur petite comédie dans l'ombre. Ils allaient découvrir que j'étais un adversaire plus redoutable qu'ils ne l'imaginaient. De retour chez moi, j'ai ouvert mon dossier « Audit Clara » et j'ai commencé à compiler toutes les informations collectées. Date des mensonges, lieux visités, changements comportementaux, dépenses suspectes. Un tableau Excel méticuleux, comme pour analyser une campagne publicitaire défaillante. Pattern numéro 1, les mardis et jeudis étaient leurs jours de rendez-vous réguliers. Hôtel Miramar, chambre probablement réservée à l'année. Pattern numéro 2, Clara avait changé ses habitudes d'achat depuis 3 mois. Plus de lingerie fine, plus de cosmétiques haut de gamme, plus de soins esthétiques. Elle investissait dans sa séduction. Pattern numéro 3, ses horaires professionnels étaient devenus erratiques. Réunions qui s'éternisaient, déjeuners clients qui duraient tout l'après-midi, conférences improvisées. Autant d'alibis pour couvrir ses rendez-vous. J'ai également analysé nos finances communes. Clara n'avait rien soustrait à nos comptes joints, mais elle utilisait beaucoup plus sa carte personnelle. Des retraits en liquide réguliers, des paiements dans des restaurants que nous ne fréquentions jamais ensemble, des achats chez des commerçants que je ne connaissais pas. L'après-midi, j'ai reçu le premier message de Clara depuis Lyon,
Bien arrivé. Conférence passionnante. Je t'embrasse. Accompagné d'une photo d'elle devant le centre de congrès de Lyon. Sauf que cette photo était un montage évident. La lumière ne correspondait pas à l'heure, et Clara portait la même tenue que le matin à la gare. Elle avait préparé ses faux alibis à l'avance. Le soir, nouveau message, dîner avec les autres participants. Ambiance studieuse mais conviviale. Cette fois, pas de photos. Sûrement parce qu'elle dînait en tête-à-tête avec M, dans un restaurant romantique. Vendredi matin, silence radio jusqu'à 14h. Puis, dernière session de la conférence. Très enrichissante. J'ai hâte de raconter. Le mensonge était devenu systématique. Clara fabriquait une version alternative de son week-end, une fiction soigneusement documentée pour couvrir sa réalité. Vendredi soir, à 22h, networking qui s'éternise. Je rentrerai demain comme prévu. Bonne nuit mon cœur. Mon cœur. Clara n'utilisait cette expression que quand elle se sentait coupable. Comme si les mots tendres pouvaient compenser ses actes. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a changé la nature de notre relation. Si Clara pouvait mentir avec autant de facilité, moi aussi j'allais apprendre. Si elle pouvait compartimenter sa vie amoureuse, moi aussi j'allais créer mes secrets. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, dans une agence différente de la nôtre. Un compte que Clara ne pourrait jamais découvrir. J'y ai viré 10 000 € de mes économies personnelles. Cet argent servirait à financer mes recherches, mes filatures, et éventuellement, ma vengeance. Samedi matin, Clara est rentrée à 11h, bronzée et reposée. Elle rayonnait d'un bien-être qui ne devait rien aux conférences lyonnaises. En l'embrassant, j'ai reconnu ce parfum masculin déjà senti dans notre salle de bain. Plus marqué, plus présent. Clara ne s'était même pas donné la peine de prendre une douche avant de rentrer. Alors, ce colloque, ai-je demandé pendant qu'elle défaisait sa valise. Formidable. J'ai rencontré des gens passionnants. Surtout un consultant en stratégie d'influence qui développe des concepts révolutionnaires. Comment il s'appelle? Maxime Dubois. Le même nom fictif qu'elle m'avait déjà donné. Clara recyclait ses mensonges, économisant sa créativité pour d'autres usages. Tu as sa carte? J'aimerais bien le rencontrer. Oh, il ne travaille qu'avec des entreprises de plus de 100 salariés. Nous sommes trop petits pour l'intéresser. Parade classique. Rendre son mensonge invérifiable en ajoutant des conditions impossibles à vérifier. Et vous avez prévu de retravailler ensemble? Clara a marqué une pause imperceptible en pliant une robe. Peut-être. Il va étudier notre dossier et revenir vers moi. Quand? Dans quelques semaines. Ce genre de consultant a un planning très chargé. Clara préparait déjà ses prochains alibis. Dans quelques semaines, Maxime Dubois redeviendrait utile pour justifier d'autres rendez-vous suspects. L'après-midi, pendant qu'elle prenait un bain, j'ai inspecté sa valise. Ses vêtements sentaient ce parfum masculin, mais surtout, j'ai trouvé quelque chose qui a confirmé mes pires soupçons, une facture d'hôtel. Pas le centre de congrès de Lyon comme annoncé, mais un palace 5 étoiles au bord du lac d'Annecy. Villa Belle-Rose. Suite Junior Vulac. 2 nuits. 4 600 €. Clara n'était pas allée à Lyon. Elle avait passé un week-end de luxe à Annecy avec son amant. Et ce dernier avait les moyens de s'offrir ce genre d'établissement. J'avais affaire à quelqu'un de fortuné. Cette découverte a déclenché quelque chose de nouveau en moi. Plus de la jalousie pure, mais une curiosité malsaine. Qui était cet homme? Que faisait-il dans la vie? Pourquoi ma femme l'avait-elle choisi? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller ensemble? Le soir, Clara était d'une humeur exceptionnelle. Elle avait préparé mon plat préféré, ouvert une bouteille de champagne, mis de la musique douce. Elle tentait de compenser sa culpabilité par des attentions exagérées. Au lit, elle s'est montrée plus passionnée que depuis des mois. Mais pendant qu'elle m'embrassait, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait fait exactement la même chose avec lui 48 heures plus tôt. Ses caresses avaient le goût de la trahison. « Tu m'as manqué » m'a-t-elle chuchoté après l'amour. « Toi aussi. » Nous nous mentions mutuellement, chacun protégeant ses secrets. Notre couple était devenu un théâtre où nous jouions nos anciens rôles. Dimanche matin, pendant que Clara dormait encore, j'ai effectué ma première recherche approfondie sur l'hôtel Villa Belle-Rose. Site web luxueux, clientèle internationale, discrétion absolue. Le genre d'établissement où les gens riches viennent cacher leur liaison. J'ai appelé l'hôtel en me faisant passer pour un journaliste du magazine Luxury Travel. La réceptionniste m'a confirmé qu'ils accueillaient effectivement beaucoup de couples en séjour romantique,
que leur suite junior était très demandée, et que leur clientèle appréciait particulièrement leur service de confidentialité. Nous avons d'ailleurs eu récemment un couple charmant, a-t-elle ajouté. Monsieur semblait être dans les affaires, très élégant. Madame travaillait dans la beauté ou la mode, je crois. Ils ont prolongé leur séjour d'une nuit tellement ils étaient bien chez nous. Mon estomac s'est contracté. Clara et son amant étaient suffisamment à l'aise ensemble pour modifier leur plan sur un coup de tête. Leur histoire ne datait pas d'hier. Vous vous souvenez de leur nom? Oh, je ne peux pas vous dire ça. Secret professionnel. Mais ils ont promis de revenir bientôt. Ils avaient prévu de se revoir. Clara organisait déjà ses prochains mensonges. L'après-midi, j'ai pris ma décision la plus radicale. J'ai contacté un détective privé, Pierre Martineau, spécialisé dans les enquêtes conjugales. Son bureau se trouvait dans le 17e arrondissement, discret, efficace selon les avis en ligne. Monsieur Mercier, j'ai étudié votre dossier. Votre épouse présente effectivement tous les signaux d'une liaison extra-conjugale. Combien de temps souhaitez-vous que l'enquête dure? Le temps qu'il faudra pour tout savoir. Son amant, depuis quand ça dure, ce qu'il prévoit, tout. Comptez entre 3 et 6 semaines pour un dossier complet. Mes honoraires sont de 400 € par jour, plus les frais. L'argent n'est pas un problème. Je veux des preuves irréfutables. Vous les aurez. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Clara au téléphone dans le jardin. Elle parlait à voix basse, tournant le dos à la maison. Quand elle m'a vu arriver, elle a raccroché précipitamment. Encore ta sœur, ai-je ironisé. Non, une cliente mécontente. Tu sais comme c'est compliqué de gérer les influenceuses. Elles changent d'avis tout le temps. Clara multipliait les explications, signe qu'elle improvisait. Ce soir-là, nous avons regardé un film ensemble sur le canapé. Clara était blottie contre moi, sa tête sur mon épaule. De l'extérieur, nous avions l'air d'un couple heureux. Mais je sentais son téléphone vibrer régulièrement contre sa cuisse. À chaque notification, elle se tendait légèrement. Tu ne veux pas voir qui t'écrit? Non, ça peut attendre demain. Ce soir, je suis juste avec toi. Mensonge touchant. Clara sacrifiait sa correspondance secrète pour maintenir l'illusion de notre complicité. Vers 23 heures, elle a bâillé ostensiblement. Je suis fatigué. Ce week-end m'a épuisé. Les conférences, ça use, ai-je répondu avec un sourire faux. Exactement. Tu viens te coucher? Dans 10 minutes. Je termine juste un truc sur l'ordinateur. Clara est montée, et j'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain. Probablement qu'elle en profitait pour rattraper ses messages en retard. 20 minutes plus tard, quand je l'ai rejointe, elle dormait déjà. Ou faisait semblant. Cette nuit-là, pas de lueur mystérieuse. Clara avait dû épuiser sa correspondance dans la salle de bain. Mais vers 4 heures du matin, je l'ai entendue se lever discrètement. Elle est descendue au salon, et j'ai perçu le bruit étouffé de sa voix. Elle téléphonait à quelqu'un à 4 heures du matin. Soit son amant était insomniaque, soit il se trouvait dans un autre fuseau horaire. Nouvelle donnée à analyser. Le lendemain matin, Clara était de nouveau de bonne humeur. Elle préparait déjà sa semaine, consultait son agenda, planifiait ses rendez-vous. Comme si ce week-end à Annecy lui avait donné une énergie nouvelle. Tu as beaucoup de rendez-vous cette semaine, ai-je demandé. Quelques-uns. Mardi, j'ai un déjeuner avec une marque de cosmétiques coréenne. Jeudi, réunion avec mes développeurs pour optimiser la plateforme. Vendredi, peut-être un rendez-vous avec ce fameux Maxime Dubois si son planning se libère. Le mardi et le jeudi habituel. Le vendredi en bonus. Clara intensifiait son programme de mensonges. Et ce Maxime Dubois, il ressemble à quoi? Grand, brun, élégant. Le profil type du consultant parisien. Pourquoi? Curiosité. Tu en parles souvent en ce moment. C'est juste qu'il pourrait vraiment nous aider à développer notre chiffre d'affaires. Ces méthodes de retargeting émotionnel sont révolutionnaires. Clara inventait même des compétences techniques à son amant fictif. Elle créait un personnage de plus en plus crédible pour justifier ses absences futures. En partant au bureau, j'ai embrassé ma femme comme chaque matin. Mais pour la première fois en 8 ans, ce baiser avait le goût de l'adieu. Pas parce que je comptais la quitter, mais parce que la Clara que j'embrassais n'existait plus. La vraie Clara, celle qui organisait méthodiquement sa double vie, celle qui inventait des conférences pour passer des week-ends romantiques, celle qui me mentait avec le sourire, cette Clara-là était devenue mon ennemie. Et comme dans toute stratégie marketing, la première étape pour vaincre un concurrent,
c'est de parfaitement connaître ses forces, ses faiblesses et ses intentions. La guerre venait de commencer. Clara ne le savait pas encore. Dans ma voiture, en me dirigeant vers le bureau, j'ai reçu un premier rapport de Pierre Martineau, surveillance commencée ce matin. Votre épouse a quitté votre domicile à 9h15, s'est rendue dans un salon de coiffure rue de la Pompe, puis dans une boutique de lingerie avenue Montaigne. Actuellement en rendez-vous dans un café près des Champs-Élysées avec un homme correspondant au signalement que vous m'avez donné. Photo en cours. Clara ne perdait pas de temps. 48 heures après son retour d'Annecy, elle avait déjà retrouvé son amant. Ma femme était plus forte que je ne l'avais imaginé. Mais elle avait sous-estimé un détail. Moi aussi, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Le rapport de Pierre Martineau est arrivé le mercredi matin par email crypté. 23 photos, 4 pages d'observation, et la confirmation de mes pires intuitions. Clara avait effectivement retrouvé un homme dans le café des Champs-Élysées. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. 38 ans, 1,85 m, costume sur mesure, montre Patek Philippe, voiture de sport garée devant le café. Pierre avait même identifié sa plaque d'immatriculation et fait des recherches préliminaires. Julien Moreau, PDG d'une société de conseil en investissement financier spécialisée dans les revenus passifs et les portefeuilles diversifiés. Chiffre d'affaires annuel, 15 millions d'euros. Domicilié avenue Foch, divorcé depuis 2 ans, aucun enfant. Ma femme avait choisi un homme plus riche que moi. Les photos étaient accablantes. Clara et Julien se tenaient les mains par-dessus la table, elle riait à ses plaisanteries, il caressait sa joue avec une tendresse évidente. Sur la dernière photo, prise à travers la vitre du café, ils s'embrassaient passionnément. Clara avait fermé les yeux, sa main agrippait la veste de Julien comme si elle avait peur qu'il disparaisse. J'ai passé la matinée à étudier chaque détail de ces images. La gestuelle de Clara avec cet homme était différente de celle qu'elle avait avec moi. Plus abandonnée, plus spontanée. Comme si elle se révélait enfin à elle-même. Le rapport de Pierre était méticuleux, rendez-vous fixé à 10h30, durée 1h47, conversation intime, plusieurs contacts physiques, échange de cadeaux, elle lui a donné une enveloppe, il lui a remis un petit paquet de joaillerie, séparation vers 12h15 avec un baiser prolongé. Madame Mercier semblait particulièrement heureuse, presque euphorique. Un cadeau de joaillerie. Julien gâtait ma femme avec l'argent de ses clients, et Clara acceptait ses présents comme une courtisane du siècle dernier. Notre mariage était devenu une façade qui lui permettait de mener une vie de luxure parallèle. L'après-midi, j'ai décidé d'en apprendre plus sur Julien Moreau. Son site professionnel présentait un homme brillant, diplômé d'HEC, spécialisé dans les stratégies d'optimisation fiscale et la création de revenus passifs pour une clientèle fortunée. Ses bureaux se trouvaient près de l'Opéra, dans un immeuble haussmannien prestigieux. Sur LinkedIn, son profil affichait plus de 3000 contacts, principalement des entrepreneurs, des investisseurs et des influenceurs du secteur financier. Julien évoluait dans un univers où l'argent circulait librement, où les relations se nouaient autour de projets lucratifs, où les femmes mariées pouvaient facilement être séduites par des promesses d'élévation sociale. J'ai également découvert qu'il possédait un blog personnel sur les stratégies d'investissement, avec une section dédiée aux rencontres qui changent la vie. Ces derniers articles dataient de 3 mois, exactement la période où le comportement de Clara avait commencé à changer. Coïncidence troublante. Le soir, Clara est rentrée avec 2 heures de retard, prétextant un déjeuner client qui avait débordé. Elle portait un collier que je ne lui connaissais pas, un pendentif en or blanc serti de diamants. Le cadeau de Julien, porté sans aucune discrétion. « Il est nouveau ?» ai-je demandé en désignant le bijou. « Ça ? Je l'ai depuis longtemps. Tu ne l'avais jamais remarqué ? » Mensonge éhonté. Ce collier valait au minimum 5000 €, je l'aurais forcément remarqué. Clara testait mon niveau d'attention, mesurait jusqu'où elle pouvait pousser ses provocations. « Il te va très bien. »« Merci, chérie. » Elle a souri, satisfaite d'avoir franchi une nouvelle étape dans ses mensonges. Clara gagnait en assurance à mesure que je paraissais aveugle. Cette nuit-là, elle a encore utilisé son téléphone en cachette. Mais cette fois, j'étais préparé. J'avais installé une micro-caméra dans notre chambre, dissimulée dans le réveil numérique sur ma table de nuit. Légalement discutable, moralement inexcusable, mais nécessaire pour comprendre l'ampleur de sa trahison. Le lendemain matin, j'ai visionné l'enregistrement. Clara avait effectivement utilisé son téléphone de minuit à 1h15. Elle souriait en lisant ses messages, tapait de longs textes, envoyait même des photos d'elle en nuisette. Ses expressions étaient celles d'une femme amoureuse,
pas d'une épouse qui trompe par ennui. Clara était en train de tomber amoureuse de Julien Moreau. Notre mariage n'était plus seulement menacé par une aventure passagère, mais par un sentiment profond qui risquait de tout détruire. Le jeudi, Pierre Martineau m'a envoyé son deuxième rapport. Clara et Julien s'étaient retrouvés à l'hôtel Miramar, leur lieu habituel. Mais cette fois, ils n'y étaient pas restés pour un simple rendez-vous galant. Ils avaient passé l'après-midi à travailler sur des documents, un ordinateur portable ouvert devant eux, des calculatrices sur la table. Ils semblaient étudier des dossiers financiers, précisait Pierre. Votre épouse prenait des notes, Monsieur Moreau lui expliquait visiblement des stratégies d'investissement. Puis ils ont fait l'amour, bien sûr, mais le côté professionnel de leur rendez-vous était évident. Cette information m'a glacé le sang. Clara et Julien ne se contentaient pas de coucher ensemble, ils préparaient quelque chose. Des investissements communs, une société parallèle, peut-être même une stratégie pour récupérer mes biens. Le soir, Clara était particulièrement affectueuse. Elle m'a préparé mon cocktail préféré, ami de la musique jazz, s'est blottie contre moi sur le canapé. Thomas, j'aimerais qu'on parle d'un projet, m'a-t-elle dit après le dîner. Quel genre de projet? Professionnel. J'ai rencontré quelqu'un qui propose des stratégies d'optimisation fiscale très intéressantes. Il pourrait nous aider à mieux gérer nos revenus, créer des structures offshore pour nos activités digitales. Julien. Clara tentait de m'impliquer dans ses magouilles avec son amant. L'audace était saisissante. Il s'appelle comment, ce conseiller? Julien Moreau. Il dirige une société spécialisée dans les investissements pour entrepreneurs. Ses clients gagnent en moyenne 40% de revenus passifs supplémentaires. Clara prononçait le vrai nom de son amant avec un naturel déconcertant. Elle mélangeait désormais ses deux vies sans aucun scrupule. Et tu l'as rencontré comment? Par le réseau. Une influenceuse que j'accompagne m'a donné ses coordonnées. Elle a triplé ses revenus grâce à ses conseils. Tu lui as déjà parlé? Brièvement. Il est très professionnel, très compétent. Il propose de nous rencontrer tous les deux pour étudier notre situation. Clara voulait organiser une rencontre entre son mari et son amant. Le cynisme de la situation me coupait le souffle. Ça t'intéresse? A-t-elle insisté. Pourquoi pas? On peut toujours écouter ce qu'il a à proposer. Parfait. Je vais lui en parler. Clara rayonnait. Elle venait de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie. Faire travailler son mari avec son amant, mélanger totalement ces deux univers, créer une situation où elle pourrait justifier n'importe quelle complicité avec Julien. Cette nuit-là, j'ai pris une décision radicale. Si Clara voulait m'impliquer dans ses projets avec Julien, j'allais jouer le jeu. Mais selon mes règles. J'allais rencontrer cet homme, étudier sa personnalité, identifier ses failles, et préparer ma contre-attaque. Le vendredi matin, j'ai contacté Pierre Martineau pour intensifier la surveillance. Je veux tout savoir sur Julien Moreau. Ses habitudes, ses fréquentations, ses points faibles, ses dossiers clients, tout. Et je veux des preuves légales de sa liaison avec ma femme. Photos, enregistrements, témoignages. Un dossier suffisant pour le détruire professionnellement et personnellement. Ça va coûter cher, monsieur Mercier. L'argent n'est pas un problème. Combien? 15 000 € pour un dossier complet. Plus les frais exceptionnels si nous devons infiltrer son cercle professionnel. Marché conclu. Je veux ce dossier dans 15 jours maximum. L'après-midi, Clara m'a annoncé que Julien était disponible pour un déjeuner professionnel la semaine suivante. Il propose mardi, dans un restaurant near de ses bureaux. Le Laurent, avenue Gabriel. Tu connais? Le Laurent. Un restaurant étoilé où les additions dépassent facilement 300 € par personne. Julien voulait m'impressionner dès notre première rencontre. Parfait. Mardi 13 h? Exactement. Il a réservé une table au nom de sa société. Clara organisait notre rencontre avec la même minutie que ses rendez-vous galants. Elle maîtrisait désormais tous les aspects de sa double vie. Le week-end a été étrange. Clara était particulièrement attentionnée, presque excessive dans ses démonstrations d'affection. Elle anticipait probablement la culpabilité de faire travailler ensemble son mari et son amant. Ou alors, elle savourait la perversité de la situation. Dimanche soir, j'ai reçu un nouveau rapport de Pierre. Julien Moreau avait des habitudes très régulières. Arrivé au bureau à 8 h, déjeuner toujours dans le même restaurant près de l'Opéra, sortie vers 19 h, sport dans une salle privée du 16e arrondissement, puis retour dans son appartement avenue Foch. Mais surtout,
Pierre avait découvert quelque chose d'intéressant, Julien avait des dettes. Malgré son train de vie luxueux, il devait de l'argent à plusieurs créanciers. Son divorce lui avait coûté cher, et ses investissements personnels s'étaient révélés moins rentables que prévu. L'homme qui séduisait ma femme avec sa richesse était en réalité en difficulté financière. Cette découverte changeait complètement ma perception de la situation. Julien ne courtisait pas Clara par simple désir, il avait probablement des arrière-pensées financières. Notre agence digitale générait un chiffre d'affaires confortable, nos investissements immobiliers étaient sains, nous disposions de liquidités importantes. Julien voyait peut-être en Clara une opportunité de renflouer ses comptes. Lundi matin, Clara s'est levée avec une énergie inhabituelle. Elle a passé 1 heure à se préparer, choisissant minutieusement sa tenue, son maquillage, ses accessoires. Comme si elle se préparait pour un rendez-vous galant, pas pour une journée de travail normale. « Tu as des rendez-vous importants aujourd'hui ?» ai-je demandé. Quelques ajustements avec mes développeurs. Et peut-être un appel avec Julien pour préparer notre déjeuner de demain. Je veux être sûr qu'on présente bien notre situation. Clara allait passer la journée au téléphone avec son amant sous prétexte de préparer notre rencontre professionnelle. L'ironie de la situation me donnait la nausée. Le soir, elle était encore plus rayonnante qu'au matin. Ses appels avec Julien l'avaient mise de bonne humeur. Alors, ce fameux conseiller, ai-je demandé. Formidable. Il a des idées vraiment innovantes pour nos activités. Tu vas voir, c'est exactement ce dont nous avions besoin pour passer au niveau supérieur. Il a l'air de bien te connaître pour quelqu'un que tu viens de rencontrer. Clara a marqué une pause imperceptible. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. Il pose beaucoup de questions pour bien cerner notre profil d'investisseur. C'est normal, c'est son métier. Et il pose quoi comme question ? Nos revenus, nos charges, nos objectifs, nos projets ? Les questions classiques d'un audit financier. Clara révélait à son amant tous les détails de notre patrimoine. Sous couvert de conseils professionnels, Julien récupérait toutes les informations nécessaires pour évaluer notre richesse. Cette nuit-là, Clara a encore passé du temps sur son téléphone. Mais cette fois, j'ai remarqué qu'elle consultait aussi des documents sur son ordinateur portable. Elle étudiait nos comptes, nos contrats d'assurance auto, nos dossiers de crédit immobilier. Clara préparait un audit complet de notre situation financière pour son amant. Le mardi matin, jour de notre déjeuner avec Julien, Clara s'est levée à 6 heures. 2 heures plus tôt que d'habitude. Elle a pris un bain prolongé, s'est coiffée, maquillée et habillée comme pour un gala. Robe noire élégante, talons hauts, le collier offert par Julien, et même un parfum différent de celui qu'elle portait habituellement. Tu es très élégante pour un déjeuner professionnel, ai-je observé. Première impression, tu sais. On n'a jamais 2 occasions de faire bonne impression. Clara se préparait pour retrouver son amant, pas pour convaincre un conseiller financier. Elle était dans l'excitation de nous présenter l'un à l'autre, de jouer avec le feu, de mélanger ses deux vies. En me dirigeant vers le restaurant, j'ai reçu un dernier message de Pierre Martineau. Monsieur Moreau est arrivé au Laurent à 12h45. Il semble nerveux, consulte régulièrement son téléphone, ajuste sa cravate. Il attend quelque chose d'important de cette rencontre. Julien était nerveux. Lui aussi comprenait les enjeux de ce déjeuner. Probablement que Clara lui avait dit que j'étais méfiant, qu'il fallait me convaincre de sa bonne foi. À 13h précises, j'ai poussé la porte du Laurent. Clara était déjà installée à une table près de la fenêtre, en conversation animée avec un homme correspondant exactement aux descriptions de Pierre. Julien Moreau était effectivement séduisant, élégant, charismatique. Le genre d'homme qui inspire confiance au premier regard. En me voyant arriver, Clara s'est levée avec un sourire éclatant. « Thomas. Je te présente Julien Moreau. Julien, voici mon mari, Thomas. » Julien s'est levé à son tour, m'a tendu une main ferme, m'a regardé droit dans les yeux avec assurance. « Enchanté, Thomas. Clara m'a beaucoup parlé de vous. » Sa voix était grave, posée, professionnelle. Mais j'ai remarqué la façon dont il prononçait le prénom de ma femme. Avec une familiarité qui trahissait leur intimité. Moi de même. Clara vous a présenté comme un spécialiste remarquable. Nous nous sommes assis. Clara était placée entre nous, rayonnante de voir ces 2 hommes enfin réunis. Elle orchestrait cette rencontre avec une habileté diabolique. Alors, Julien, expliquez-nous vos méthodes, ai-je commencé. Pendant l'heure suivante, Julien a développé sa stratégie. Création d'une holding offshore, optimisation fiscale, investissement dans les crypto-monnaies, diversification de portefeuille.
Il maîtrisait parfaitement son sujet, présentait des chiffres convaincants, citait des exemples de clients satisfaits. Mais surtout, j'observais son comportement avec Clara. Il se regardait constamment, elle approuvait chacune de ses paroles, il cherchait son approbation avant de répondre à mes questions. Leur complicité était évidente, presque obscène. Votre proposition m'intéresse, ai-je fini par dire. Mais j'aimerais étudier vos références clients, voir des exemples concrets de vos réussites. Julien a marqué une pause. Clara est intervenue immédiatement. Thomas, Julien ne peut pas révéler l'identité de ses clients. Secret professionnel. Mais moi, j'ai déjà vu des dossiers, c'est très convaincant. Clara protégeait son amant, anticipait ses difficultés, couvrait ses faiblesses. Il formait déjà une équipe contre moi. Bien sûr, ai-je concédé. Mais j'imagine que vous pouvez nous fournir des témoignages anonymisés? Absolument. Je vous enverrai ça dans la semaine. Parfait. Et pour commencer, vous proposez quoi? Un audit complet de votre situation. Analyse de vos revenus, optimisation de vos charges, étude de vos investissements actuels. Puis nous établirons ensemble une stratégie sur mesure. Julien voulait accéder à tous nos documents financiers. Exactement ce que Clara avait déjà commencé à lui fournir. Ça coûte combien, cet audit? 3 000 €. Remboursé si vous signez ensuite un contrat de conseil. Et le contrat de conseil? 10% des plus-values générées la première année, puis 5% les années suivantes. Julien prévoyait de s'enrichir sur nos investissements pendant des années. Clara lui offrait un client fortuné sur un plateau d'argent. J'ai besoin de réfléchir, ai-je conclu. Je vous recontacter dans quelques jours. Bien sûr. Prenez votre temps. Mais n'attendez pas trop, les meilleures opportunités d'investissement ne durent jamais longtemps. Julien tentait de créer un sentiment d'urgence, technique classique de vente. Il avait hâte de mettre la main sur notre argent. En sortant du restaurant, Clara était euphorique. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Intéressant. Mais je veux vérifier certaines choses avant de m'engager. Lesquelles? Ses références, sa situation financière, les performances réelles de ses conseils. Tu sais comme je suis prudent avec l'argent. Clara s'est assombrie légèrement. Thomas, parfois tu es trop méfiant. Julien est recommandé par des gens très sérieux. Justement, lesquels? Clara a cherché ses mots, visiblement embarrassée. Cette influenceuse dont je t'ai parlé. Elle ne peut pas témoigner publiquement, mais elle m'a garanti ses résultats. Comment elle s'appelle? Sarah. Sarah Dubois. Tu ne la connais pas. Encore un mensonge. Clara inventait des témoignages pour crédibiliser son amant. Leur stratégie était cousue de fil blanc. Ce soir-là, j'ai appelé Pierre Martinon. Du nouveau sur Julien Moreau? Oui. Et c'est inquiétant. Il a effectivement des dettes importantes. Mais surtout, j'ai découvert qu'il faisait l'objet d'une enquête de l'autorité des marchés financiers pour pratiques douteuses. Rien de prouvé encore, mais plusieurs clients l'accusent de leur avoir fait perdre de l'argent avec des investissements risqués. Il risque quoi? Au minimum, une interdiction d'exercer. Au maximum, des poursuites pénales pour escroquerie. Clara s'était entichée d'un escroc. Un homme qui séduisait des femmes fortunées pour les dépouiller, qui utilisait son charme pour accéder aux comptes de ses victimes. Ma femme était en train de tomber dans un piège classique. Autre chose, j'ai des photos de leur dernière rencontre. Ils ne se cachent plus du tout. Hier soir, ils ont dîné ensemble dans un restaurant de Neuilly, puis sont allés chez lui avenue Foch. Elle n'est repartie qu'à 2 heures du matin. Clara passait ses nuits chez son amant. Notre mariage n'était plus qu'une façade qui masquait sa nouvelle vie. Et il parle de quoi? Impossible à savoir sans surveillance rapprochée. Mais d'après le serveur du restaurant, ils étudiaient des documents, prenaient des notes. Ils préparent quelque chose ensemble. Quelque chose de financier, forcément. Clara et Julien organisaient probablement le transfert de nos biens vers des comptes qu'ils contrôlaient. Sous couvert de conseils en investissement, ils préparaient notre spoliation. Cette nuit-là, Clara s'est encore absentée discrètement. Mais cette fois, je l'ai suivie. Elle est descendue au salon, s'est installée devant son ordinateur, et a ouvert tous nos dossiers financiers. Pendant 2 heures, elle a imprimé des documents, scanné des contrats, copié des fichiers sur une clé USB. Clara préparait un dossier complet de notre patrimoine pour Julien. Elle lui donnait tous les éléments nécessaires pour élaborer sa stratégie d'escroquerie. En la voyant agir avec tant de méthode, j'ai réalisé que ma femme n'était pas seulement infidèle.
Elle était complice d'une tentative d'escroquerie. Julien l'avait séduite, puis manipulée, puis transformée en complice. Clara était devenue son agent infiltré dans notre couple. Le mercredi matin, elle a quitté la maison avec un dossier volumineux sous le bras. Tu emmènes du travail? Mes développeurs ont besoin de quelques documents pour optimiser la plateforme. Rien d'important. Clara mentait de plus en plus mal. Ses explications devenaient incohérentes, contradictoires. Elle perdait le contrôle de sa stratégie de dissimulation. Vers midi, Pierre Martineau m'a envoyé des photos en temps réel. Clara et Julien dans les bureaux de ce dernier, penchés sur les documents qu'elle avait apportés. Ils étudiaient nos contrats d'assurance auto, nos relevés bancaires, nos investissements immobiliers. Sur la dernière photo, Julien tenait Clara dans ses bras, l'embrassait passionnément, une main posée sur les documents de notre patrimoine. L'image résumait parfaitement la situation. Ma femme offrait notre fortune à son amant en échange de ses caresses. Cette révélation a déclenché en moi une colère d'une violence inouïe. Plus de jalousie, plus de tristesse. Une rage pure qui réclamait une vengeance à la hauteur de leur trahison. Clara et Julien pensaient pouvoir me manipuler, m'utiliser, me dépouiller en jouant sur ma confiance. Ils se trompaient lourdement. J'avais passé 15 ans à développer des stratégies marketing pour détruire des concurrents, à identifier leurs points faibles, à exploiter leurs erreurs. Clara et Julien venaient de devenir mes nouveaux concurrents. Et j'allais les anéantir. Le jeudi matin, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Au lieu de me rendre au bureau, je suis allé directement chez Maître Vincent Delacroix, l'avocat spécialisé en droit des affaires que nous consultions pour nos contrats d'entreprise. Mais cette fois, je venais le voir à titre personnel. Thomas, que puis-je faire pour vous? Vincent, j'ai besoin de vos conseils. Ma femme prépare quelque chose contre moi, probablement avec un complice. Je veux protéger mes biens avant qu'il ne soit trop tard. Maître Delacroix a froncé les sourcils. Quel genre de menace? Escroquerie financière déguisée en conseil d'investissement. Ma femme a donné accès à tous nos documents patrimoniaux à un homme qui fait l'objet d'une enquête de l'AMF. Il prépare probablement un transfert de biens ou une spoliation organisée. Vous avez des preuves? J'ai sorti le dossier que Pierre Martineau avait constitué. Photos, rapports de surveillance, copie d'écran des recherches sur Julien Moreau, relevé des mensonges de Clara. Un dossier accablant de 80 pages. Maître Delacroix a étudié les documents pendant 1 heure, prenant des notes, fronçant les sourcils à chaque nouvelle révélation. Thomas, la situation est effectivement grave. Votre épouse s'expose à des poursuites pour complicité d'escroquerie. Mais vous aussi, vous risquez gros si elle engage vos biens communs dans des investissements frauduleux. Que me conseillez-vous? Premièrement, séparez immédiatement vos patrimoines. Je vais préparer une procédure de séparation de biens en urgence. Deuxièmement, sécurisez vos liquidités. Transférez l'argent des comptes joints vers des comptes personnels. Troisièmement, documentez toutes ces actions pour anticiper une procédure de divorce aux torts exclusifs. Combien de temps j'ai? Difficile à dire. Mais si ce Julien Moreau est effectivement un escroc professionnel, il va agir vite. Les fraudeurs n'aiment pas laisser traîner leurs opérations. Je dirais maximum 2 semaines avant qu'il ne passe à l'acte. Et si je porte plainte maintenant? Pour l'instant, techniquement, il n'y a pas encore de délit constitué. Votre femme a le droit de consulter vos documents patrimoniaux, et M. Moreau peut légalement proposer ses services. Attendons qu'il commette une erreur. Quelle erreur? Qu'il tente effectivement de déplacer vos biens sans votre accord, ou qu'il vous propose des investissements manifestement frauduleux. Là, nous pourrons agir. J'ai quitté le cabinet de Maître Delacroix avec un plan précis. Clara et Julien voulaient jouer? Parfait. Mais désormais, je contrôlais les règles du jeu. Premier mouvement, sécuriser les finances. En 2 heures, j'ai vidé nos comptes joints, transféré 90% de nos liquidités sur des comptes personnels que Clara ne pourrait pas atteindre. Officiellement, problème technique de la banque qui nécessitait une réorganisation temporaire des comptes. Deuxième mouvement, préparer la contre-attaque. J'ai contacté un ami journaliste spécialisé dans les affaires financières, Mathieu Larsen, que je connaissais depuis nos études. Mathieu, j'ai peut-être une histoire intéressante pour toi. Un conseiller financier parisien qui semble escroquer ses clients avec des promesses d'investissement miracle. Tu as des noms? Julien Moreau. Société JM Conseil. Bureau près de l'Opéra. Jamais entendu parler. Mais si tu as des preuves solides, ça peut m'intéresser. Je te tiens au courant.
Troisième mouvement, infiltrer leur stratégie. J'ai rappelé Clara dans l'après-midi. Chérie, j'ai réfléchi à cette histoire avec Julien Moreau. Finalement, ces propositions m'intéressent. On peut organiser un nouveau rendez-vous? La joie de Clara était perceptible dans sa voix. Vraiment? Thomas, c'est formidable. Je vais lui en parler dès ce soir. Dis-lui que je suis prêt à signer son audit. Et même à aller plus loin si ses premières recommandations sont convaincantes. Tu vas voir, il a des idées révolutionnaires. Clara ne se doutait de rien. Elle pensait avoir gagné, avoir réussi à me manipuler pour faire entrer Julien dans nos affaires. En réalité, je venais de prendre le contrôle de leur plan. Le soir, Clara est rentrée euphorique. Elle avait passé l'après-midi chez Julien à organiser notre spoliation, et maintenant elle croyait que j'allais collaborer volontairement. Julien est ravi. Il propose qu'on se revoie samedi pour signer les premiers documents. Il a déjà identifié plusieurs optimisations fiscales qui peuvent nous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Parfait. Où ça? Dans ses bureaux. Il préfère travailler dans un environnement professionnel pour ce genre de dossier. Clara organisait ma propre escroquerie avec un professionnalisme qui m'horrifiait. Ma femme était devenue une prédatrice. Et après la signature? Il nous invite à déjeuner pour célébrer notre partenariat. Dans un restaurant qu'il connaît bien. Clara prévoyait de fêter ma spoliation au champagne. L'ironie de la situation me donnait la nausée. Cette nuit-là, j'ai activé la microcaméra dans notre chambre. Clara a effectivement passé 2 heures au téléphone avec Julien, planifiant dans les moindres détails notre rendez-vous du samedi. J'ai tout enregistré. Oui, il est convaincu maintenant. Non, il ne se doute de rien. Tu avais raison, il suffit de flatter son ego d'entrepreneur. Samedi, on pourra lui faire signer le mandat de gestion. Après ça, on aura accès à tous ses comptes. Clara parlait de moi comme d'une proie. Ils avaient prévu de me faire signer un mandat de gestion qui leur donnerait accès à mes comptes bancaires. Une procuration déguisée qui leur permettrait de vider mes avoirs légalement. Non, il ne lira pas les détails du contrat, il me fait confiance aveuglément. Oui, mon chéri, bientôt on sera libre, avec son argent et nos projets, on pourra tout recommencer ailleurs. Clara et Julien prévoyaient de fuir ensemble avec ma fortune. Ils organisaient non seulement mon escroquerie, mais aussi mon abandon. Ma femme planifiait notre divorce en emportant tous nos biens. L'enregistrement a duré jusqu'à 3 heures du matin. Clara était intarissable sur les détails de leur plan. Faux investissements offshore, transfert vers des comptes qu'ils contrôlaient, création d'une société écran pour justifier les mouvements d'argent. Ils avaient tout prévu. Le vendredi matin, j'ai transmis l'enregistrement à Maître Delacroix et à Pierre Martineau. Désormais, nous avions des preuves de leur complot. Clara s'était condamnée de sa propre bouche. Thomas, m'a dit Maître Delacroix au téléphone, cet enregistrement est accablant. Votre femme et son complice peuvent être poursuivis pour complot en vue d'escroquerie, abus de confiance et tentative de détournement de biens. Qu'est-ce qu'il risque? Julien Moreau, 5 à 7 ans de prison, interdiction d'exercer, saisie de ses biens. Votre femme, 3 à 5 ans avec sursis si elle coopère, confiscation de sa part du patrimoine commun, interdiction de gérer une entreprise. Et moi? Vous allez récupérer l'intégralité de vos biens, obtenir le divorce aux torts exclusifs, et probablement toucher des dommages-intérêts pour le préjudice moral. Clara avait détruit sa propre vie en tentant de détruire la mienne. L'après-midi, j'ai organisé la dernière phase de mon plan. J'ai contacté l'autorité des marchés financiers pour signaler les activités suspectes de Julien Moreau, en fournissant tous les éléments collectés par Pierre Martineau. L'enquête administrative allait se doubler d'une enquête pénale. J'ai aussi préparé un faux dossier financier, avec des revenus gonflés, des investissements fictifs et des liquidités imaginaires. Si Clara et Julien voulaient m'escroquer, ils allaient découvrir qu'il n'y avait rien à voler. Mes vrais biens étaient désormais protégés. Le vendredi soir, Clara était dans un état d'excitation extrême. Elle préparait déjà sa tenue pour le lendemain, répétait ses arguments, anticipait ma signature sur leurs documents frauduleux. Thomas, tu vas voir, demain sera le début d'une nouvelle ère pour nous. Julien va transformer notre situation financière. J'ai hâte de voir ça. Tu ne le regretteras pas. Il a des projets tellement ambitieux. Clara parlait des projets de son amant comme s'ils étaient les nôtres. Dans son esprit, elle avait déjà changé de vie. Elle était déjà Madame Moreau. Et après, vous avez prévu quoi? Comment ça, après? Après notre signature. Julien met combien de temps à mettre en place ces optimisations?
Clara a cherché ses mots. Quelques semaines. Le temps de créer les structures offshore, d'ouvrir les comptes, de transférer les premiers fonds. Mais les bénéfices seront rapides. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, Thomas. Julien n'a jamais échoué avec aucun de ses clients. Clara défendait son amant avec une passion aveugle. Elle avait perdu toute objectivité, toute méfiance. L'amour l'avait transformée en complice docile. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Clara n'a pas utilisé son téléphone en secret. Elle dormait paisiblement, confiante dans le succès de son plan. Demain, elle pensait avoir gagné. Elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec sa propre destruction. Le samedi matin, Clara s'est préparée comme pour un mariage. Robe de créateur, bijoux offerts par Julien, parfum capiteux, maquillage parfait. Elle se paraît pour célébrer ma spoliation. Tu es très élégante, ai-je observé en nouant ma cravate. C'est un jour important, non? Effectivement. Un jour que nous n'oublierons jamais. Clara a souri, satisfaite de ma réponse. Elle ne comprenait pas le double sens de mes mots. À 10 heures, nous nous sommes dirigés vers les bureaux de Julien Moreau. Clara était rayonnante, je jouais l'homme d'affaires confiant. Nos masques étaient parfaits. Dans l'ascenseur, Clara m'a pris la main. Thomas, merci de me faire confiance. Tu verras, Julien va changer notre vie. J'en suis sûr. Nous étions arrivés au 8e étage. Les bureaux de JM Conseil occupaient un plateau entier, décoré avec un luxe ostentatoire. Meubles design, œuvres d'art contemporain, vue sur l'opéra. Julien avait investi l'argent de ses victimes précédentes dans un décor impressionnant. Il nous a accueillis avec son sourire de vendeur professionnel. Thomas. Clara. Bienvenue dans mes bureaux. Prêt à révolutionner vos finances? Plus que jamais, ai-je répondu en serrant sa main. Pendant 1 heure, Julien a développé sa stratégie. Création d'une holding luxembourgeoise, investissement en crypto-monnaie, placement dans des paradis fiscaux. Un plan sophistiqué pour faire disparaître notre argent légalement. Et concrètement, ça commence comment? Ai-je demandé. Par ce mandat de gestion. Ça me donne procuration sur vos comptes pour effectuer les premiers virements. Ensuite, nous ouvrirons les nouveaux comptes offshore, et je pourrai commencer les investissements. Julien me tendait le document que Clara lui avait préparé. Un contrat de 20 pages en petits caractères, avec des clauses qui lui donnaient un pouvoir absolu sur nos finances. Je peux le lire tranquillement? Bien sûr. Mais c'est du juridique standard. L'essentiel, c'est que vous me fassiez confiance. J'ai parcouru le document. Effectivement, c'était une procuration déguisée qui donnait à Julien un accès total à nos comptes, avec des clauses d'irresponsabilité en cas de perte. Un piège juridique parfait. Ça me paraît correct, ai-je menti? Où je signe? Clara rayonnait. Julien affichait un sourire triomphant. Il pensait avoir gagné. J'ai pris le stylo, approché ma main du document, puis je me suis arrêté. En fait, j'ai une dernière question. Bien sûr, a dit Julien, légèrement tendu. Comment vous avez rencontré ma femme? Julien et Clara ont échangé un regard furtif. Par le réseau professionnel, a répondu Clara rapidement. Cette influenceuse dont je t'ai parlé? Sarah Dubois? Exactement. C'est marrant, parce que Sarah Dubois n'existe pas. J'ai vérifié. Aucune influenceuse de ce nom dans le secteur beauté. Un silence de mort s'est installé dans le bureau. Clara est devenue livide. Julien tentait de garder son sang-froid. Il doit y avoir une confusion, a-t-il dit. Les noms d'influenceuses? Il n'y a aucune confusion, Julien. Je sais exactement comment vous avez rencontré ma femme. L'hôtel Miramar, les mardis et jeudis après-midi, depuis 3 mois. Le week-end à Annecy la semaine dernière. Les nuits chez vous avenue Foch. Clara s'est effondrée sur sa chaise. Julien a perdu son sourire professionnel. Thomas. A commencé Clara. Tais-toi. J'ai aussi enregistré vos conversations téléphoniques. Votre plan pour me faire signer ce faux mandat, vider mes comptes, et disparaître ensemble avec mon argent. J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement de leurs conversations nocturnes. Leurs propres voix ont rempli le bureau, détaillant leur stratégie d'escroquerie. Oui, il est convaincu maintenant. Non, il ne se doute de rien. Samedi, on pourra lui faire signer le mandat de gestion. Julien est devenu blanc. Clara s'est mise à pleurer. Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que je crois? Clara, tu organises ma spoliation avec ton amant depuis des semaines. Tu lui as donné accès à tous nos documents financiers.
Tu prévoyais de me faire signer cette procuration frauduleuse pour qu'il vide nos comptes. Et après ça, vous comptiez disparaître ensemble. Ou, ce n'était pas. Ce n'était pas quoi? De l'escroquerie? De la complicité d'abus de confiance? De la tentative de détournement de biens? Julien tentait de reprendre l'initiative. Monsieur Mercier, il y a un malentendu. Ce contrat est parfaitement légal? Julien, fermez-la. Vous êtes déjà dans le viseur de l'AMF pour vos pratiques douteuses. Avec ce dossier, vous allez passer quelques années en prison. Et Clara avec vous. J'ai rangé mon téléphone et me suis levé. Ah, j'oubliais. Nos comptes sont vides. J'ai transféré tout l'argent avant de venir. Il n'y a plus rien à voler. Clara a explosé en sanglots. Julien semblait tétanisé. Et maintenant, vous allez m'écouter attentivement. Clara, tu vas rentrer à la maison, faire tes valises et disparaître de ma vie. Julien, vous allez fermer cette société d'escroquerie et changer de métier. Sinon, je transmets tout ce dossier à la police. Tom, s'il te plaît. A supplié Clara. Il n'y a plus de Thomas pour toi. Il n'y a plus rien entre nous. Tu as choisi. Assume. Je me suis dirigé vers la sortie, puis je me suis retourné une dernière fois. Ah, et Clara? Tu as oublié un détail. Dans mes stratégies marketing, je ne détruis jamais un concurrent d'un coup. Je préfère les laisser se détruire eux-mêmes. J'ai quitté le bureau en les laissant face à leur effondrement. Dans l'ascenseur, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Clara et Julien étaient détruits. Mon mariage était fini. Ma vie d'avant était morte. Mais pour la première fois depuis des mois, je respirais librement. Ma vengeance venait de commencer. 3 semaines ont passé depuis la confrontation dans le bureau de Julien. 3 semaines pendant lesquelles j'ai orchestré la destruction méthodique de leur petit monde de mensonges et de cupidité. Clara est partie de la maison dès le lendemain, emportant seulement ses vêtements personnels. Elle habite maintenant dans un studio à Vincennes, financé par les dernières économies de son compte personnel. Son empire digital s'effrite jour après jour. Ce matin, j'attends dans ma voiture devant ce même studio, une enveloppe Kraft posée sur le siège passager. L'enveloppe contient le rapport final de Pierre Martineau, 143 pages qui détaillent chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque étape de leur plan d'escroquerie. Mais surtout, elle contient une révélation que même moi, je n'avais pas anticipée. À 9 heures précises, Clara sort de son immeuble. Elle a maigri, ses cheveux ont perdu leur éclat, ses vêtements de créateur ont été remplacés par des tenues basiques achetées dans des chaînes discount. La déchéance est visible, physique. 3 semaines après sa chute, Clara découvre la réalité financière des gens ordinaires. Elle me voit dans la voiture et s'arrête net. Son visage exprime un mélange de surprise et de terreur. Depuis notre dernière confrontation, nous n'avons communiqué que par avocats interposés. Ma présence ne peut signifier qu'une chose, j'ai découvert autre chose. Je baisse la vitre et lui fais signe d'approcher. Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? Monte. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Mon avocat m'a conseillé de... Clara, monte dans cette voiture. Sinon, ce que j'ai à te révéler, je le ferai publiquement. Elle hésite, puis ouvre la portière passager. En s'installant, elle évite soigneusement mon regard. L'odeur de son parfum bon marché remplace le Chanel que Julien lui offrait. Même ses parfums sont redevenus accessibles. Alors, demande-t-elle d'une voix tendue. Alors, j'ai continué mes recherches sur ton cher Julien. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Je lui tends l'enveloppe. Clara la prend d'une main tremblante. Ouvre-la. Page 87. Clara feuillette le document jusqu'à la page indiquée. C'est un rapport d'enquête bancaire détaillé, avec des relevés de compte, des historiques de virements, des analyses de flux financiers. Au centre de la page, surlignée en jaune, une information qui change tout. Julien Moreau n'est pas dans les difficultés financières comme il le prétendait, je commence calmement. Il est richissime. 15 millions d'euros sur ses comptes personnels, un portefeuille d'investissement de 23 millions, 3 résidences secondaires, une collection d'art estimée à 8 millions. Clara lit le document, ses yeux s'écarquillent progressivement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi il t'a séduite? Pourquoi il voulait notre argent? Pourquoi il a organisé cette escroquerie? Elle lève enfin les yeux vers moi, et je vois qu'elle commence à comprendre. Continue à lire, Clara. Page 89. La page suivante révèle l'historique complet des « conquêtes » de Julien Moreau. 12 femmes mariées en 3 ans.
Toujours le même profil, entrepreneur prospère, marié à des hommes fortunés, vulnérable à la séduction et aux promesses d'élévation sociale. Toujours la même méthode, les séduire, les isoler de leur mari, les convaincre de participer à des investissements qui permettaient de siphonner les biens du couple. Sabine Courtois, épouse d'un promoteur immobilier. Escroquée pour 1,2 million d'euros. Nathalie Berger, femme d'un industriel du textile. 890 000 euros volatilisés. Amélie Duchamp, mariée à un directeur marketing dans le luxe. 750 000 euros détournés. La liste continue sur 4 pages. Chaque nom, chaque montant dérobé, chaque vie détruite par le charme méthodique de Julien Moreau. Tu vois, Clara, tu n'étais pas spéciale. Tu n'étais pas l'amour de sa vie. Tu étais juste sa prochaine victime. Et moi, j'étais le prochain compte bancaire à vider. Clara a lâché le document, ses mains tremblent violemment. Non, ce n'est pas possible, il m'aimait, il me disait. Il te disait exactement ce qu'il avait dit aux 11 autres. Les mêmes mots, les mêmes promesses, les mêmes mensonges. J'ai les transcriptions de ses conversations avec ses victimes précédentes. Julien récitait un script, Clara. Tu as été séduite par un professionnel de l'escroquerie sentimentale. Elle s'effondre contre la portière, le souffle coupé. L'effondrement n'est plus seulement financier ou social, il est existentiel. Clara réalise que l'homme pour lequel elle a détruit sa vie, sacrifié son mariage, risqué la prison, ne l'a jamais aimée. Elle n'était qu'un produit financier à exploiter. Mais, les week-ends, l'hôtel à Annecy, il était si tendre, si passionné. Clara, Julien Moreau a séduit 12 femmes en 3 ans. Il maîtrise parfaitement l'art de faire croire à l'amour. C'est son métier. Je sors une autre feuille du dossier. Tiens, regarde ça. L'hôtel Villa Belle Rose à Annecy. Julien y emmène toutes ses conquêtes. Toujours la même suite, toujours le même rituel romantique, toujours les mêmes attentions. Le personnel de l'hôtel le connaît bien. Il l'appelle même Monsieur Lune de Miel parce qu'il change de femme tous les 3 mois. Clara sanglote maintenant ouvertement. 8 ans de mariage détruits pour une illusion, pour un homme qui collectionnait les épouses naïves comme des trophées. Thomas, je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'il était un escroc professionnel, c'est vrai. Mais tu savais parfaitement ce que tu faisais quand tu me mentais, quand tu lui donnais nos documents financiers, quand tu planifiais ma spoliation. Elle tente de me toucher la main, je me recule vivement. Non, Clara. Il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y aura pas de pardon. Tu as fait tes choix, assume-les. Mais maintenant que tu sais, maintenant que tu vois que j'ai été manipulé, maintenant que je sais quoi? Que tu es une victime? Clara, tu es devenue complice d'un escroc pour de l'argent et par vanité. Le fait que cet escroc t'ait également trompé ne change rien à tes actes. Je reprends le dossier et tourne quelques pages. D'ailleurs, parlons de tes actes. Page 115. Cette page contient l'analyse des communications entre Clara et Julien. Pas seulement leur rendez-vous amoureux ou leur plan d'escroquerie. Leurs vraies discussions, leurs projets d'avenir, leurs fantasmes de richesse. Avec l'argent de Thomas, on pourra s'installer aux Bahamas, c'est toi qui as écrit ça, Clara. Il est tellement naïf, il ne verra jamais rien venir, encore toi. J'ai hâte de voir sa tête quand il comprendra qu'il a tout perdu, toujours toi. Chaque citation est un coup de poignard dans l'illusion que Clara tentait encore de maintenir. Elle n'était pas seulement une victime manipulée, elle était une prédatrice qui savourait à l'avance ma destruction. Clara, tu n'as pas été séduite puis manipulée. Tu as été complice dès le début. Tu prenais du plaisir à organiser ma chute. Julien t'a juste donné une excuse pour révéler qui tu étais vraiment. Elle ne dit plus rien, écrasée par l'évidence. Pendant plusieurs minutes, seuls ses sanglots brisent le silence de la voiture. Puis elle relève la tête, et je vois quelque chose de nouveau dans ses yeux. Plus de culpabilité, plus de remords. De la colère. Et toi, Thomas? Tu es si parfait que ça? Tu m'as espionné, piégé, humilié? J'ai découvert que ma femme organisait mon escroquerie avec son amant. J'ai réagi en conséquence. Tu aurais pu me parler. Me confronter directement. Pour que vous adaptiez votre stratégie? Pour que vous trouviez un autre moyen de me dépouiller? Clara, vous étiez déjà trop avancée dans votre plan. La négociation n'était plus possible. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta vie, Clara. Moi, j'ai juste empêché que tu détruises aussi la mienne. Elle sort de la voiture en claquant la portière, puis se penche vers la vitre baissée. Ce n'est pas fini, Thomas.
Mon avocat dit que je peux contester la séparation de biens, récupérer ma part de l'agence, prouver que tu m'as manipulé. Clara, ton avocat ne t'a pas dit la meilleure. Je sors la dernière feuille du dossier, celle que je gardais pour la fin. Julien Moreau a été arrêté hier matin. Escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé, blanchiment d'argent. Il risque 15 ans de prison ferme. Et il a donné ton nom aux enquêteurs comme complice active sur plusieurs dossiers. Le visage de Clara se décompose totalement. Tu es convoqué au commissariat cet après-midi. Tes communications avec Julien, tes transferts de documents confidentiels, ta participation active à la tentative d'escroquerie sur notre patrimoine. Tout est dans le dossier d'instruction. Clara s'appuie contre la voiture, les jambes flageolantes. Mon avocat, il avait dit, que sans acte constitué. Ton avocat n'avait pas toutes les informations. Maintenant si. Et il va probablement te conseiller de négocier ta coopération avec la justice contre une réduction de peine. Elle me regarde avec une haine pure, toute illusion d'innocence ou de victimisation disparue. Tu savais. Depuis le début, tu savais pour son arrestation. Tu es venu me voir pour me voir souffrir. Non, Clara. Je suis venu te voir pour te dire une dernière chose. Quelque chose que tu as besoin d'entendre avant que ta nouvelle vie commence. Je sors de la voiture et me plante face à elle. Pour la première fois depuis des mois, je peux la regarder dans les yeux sans ressentir de douleur, sans nostalgie, sans regret. Pendant 8 ans, j'ai cru être marié à une femme exceptionnelle. Intelligente, ambitieuse, loyale, aimante. Cette femme-là, je l'aimais profondément. J'aurais tout fait pour elle, tout sacrifié, tout pardonné. Clara m'écoute, figée. Mais cette femme n'existait pas. C'était un personnage que tu jouais. La vraie Clara, celle qui a organisé méthodiquement ma trahison, celle qui a pris du plaisir à planifier ma ruine, celle qui était prête à m'abandonner après m'avoir dépouillé. Cette Clara-là, je ne la connaissais pas. Elle tente de m'interrompre, je lève la main. Julien ne t'a pas transformé en quelqu'un d'autre, Clara. Il t'a juste révélé. Il t'a donné l'occasion de montrer qui tu étais vraiment quand tes intérêts étaient en jeu. Et maintenant, je sais. Je remonte en voiture, baisse la vitre et la regarde une dernière fois. Alors non, je ne te pardonne pas. Non, je ne te reprends pas. Non, je ne t'aide pas. Parce que la femme que j'aimais n'a jamais existé. Et toi, la vraie toi, tu ne mérites ni mon amour, ni mon pardon, ni ma pitié. Je démarre le moteur. Adieu, Clara. J'espère que ta nouvelle vie te correspondra mieux que l'ancienne. En m'éloignant, je la vois dans le rétroviseur, debout sur le trottoir, tenant encore le dossier qui détaille sa propre chute. Elle semble perdue, désorientée, comme quelqu'un qui découvre soudain qu'elle ne connaît plus les règles du jeu. 2 heures plus tard, je reçois un appel de Mathieu Larsen, mon ami journaliste. Thomas, ton histoire sur Julien Moreau, c'est de l'or. 12 victimes identifiées, 23 millions d'euros détournés, un réseau d'escroquerie sentimentale qui opère depuis 5 ans. Mon journal va publier l'enquête en une demain. Tu veux que je préserve l'anonymat de ta femme ? Ex-femme. Et non, traite-la comme les autres. Elle était complice en toute connaissance de cause. Compris. Et Thomas ? Merci pour le tuyau. Cette histoire va faire du bruit. Le lendemain matin, l'article de Mathieu fait effectivement du bruit. L'escroc du cœur, comment Julien Moreau a séduit et ruiné 12 femmes mariées. 5 pages dans le journal, avec photos, témoignages, détails de ses méthodes. Clara y apparaît comme Clara M, 34 ans, dirigeante d'une plateforme e-learning, complice active dans la tentative d'escroquerie de son propre mari. Le téléphone sonne toute la matinée. Journalistes qui veulent des interviews, avocats des autres victimes qui proposent une action collective, enquêteurs qui demandent des précisions. L'histoire devient nationale, puis européenne quand on découvre que Julien opérait aussi en Suisse et en Belgique. Clara devient malgré elle l'un des visages de l'affaire. Les réseaux sociaux s'emparent de son histoire, la transforment en exemple de cupidité et de trahison conjugale. Sa plateforme e-learning perd 80% de ses abonnés en 48 heures. Les marques avec lesquelles elle travaillait résilient leur contrat. Son empire numérique s'effondre complètement. Le surlendemain, je reçois un dernier appel de Pierre Martinon. Monsieur Mercier, mission accomplie. Julien Moreau sera probablement condamné à 12 ans de prison ferme. Votre ex-femme négocie actuellement sa coopération contre 3 ans avec sursis. L'affaire va faire jurisprudence sur l'escroquerie sentimentale. Et financièrement ? Vous récupérez l'intégralité de votre patrimoine,
plus des dommages-intérêts substantiels. Julien Moreau sera ruiné, ses biens saisis et redistribués aux victimes. Votre ex-femme devra rembourser les frais de justice et perdra définitivement sa part dans votre agence commune. Parfait. Monsieur Mercier, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Vous ne ressentez vraiment aucun remords? Aucune pitié pour votre ex-épouse? Elle va sortir de cette histoire complètement détruite. Je réfléchis quelques secondes à sa question. Pierre, Clara a passé 3 mois à organiser méthodiquement ma destruction. Elle prenait du plaisir à imaginer ma ruine, elle savourait à l'avance mon humiliation. Elle était prête à me voir sombrer dans la pauvreté pour financer sa nouvelle vie avec son amant. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas encore tout. Clara n'a pas été poussée à l'adultère par l'ennui, la frustration ou un coup de foudre. Elle a été attirée par l'argent de Julien, séduite par la promesse d'une vie plus luxueuse, motivée par la cupidité pure. Et quand elle a découvert qu'elle pouvait combiner cette cupidité avec la trahison de son mari, elle n'a pas hésité une seconde. Effectivement? Alors non, Pierre, je ne ressens aucune pitié. Clara a révélé sa vraie nature. Elle assumera les conséquences de ses choix. 6 mois plus tard, je croise Clara dans un supermarché de Vincennes. Elle travaille maintenant comme conseillère dans une petite agence immobilière de banlieue, gagne le SMIC, habite toujours son studio. Ses cheveux ont grisonné, ses vêtements viennent de magasins d'usine, elle a pris du poids. La transformation est saisissante. Elle me voit, hésite, puis s'approche. Thomas. Clara. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va. J'ai du travail, un toit. Je ne peux pas me plaindre. Un silence gêné s'installe. Thomas, j'aimerais te dire quelque chose. Dis. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que j'ai détruit notre couple, notre confiance, notre amour. Mais j'aimerais que tu saches que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Que tu avais raison. Julien ne m'aimait pas. Il m'utilisait, comme les autres. Et moi j'ai laissé ma cupidité détruire la seule chose vraiment précieuse que j'avais. Toi. Nous. Elle pleure maintenant, discrètement. J'ai compris que j'avais eu la chance d'être aimé sincèrement par un homme bien. Et que j'ai tout gâché pour de l'argent et des illusions. Je la regarde pleurer sans ressentir ni pitié, ni satisfaction, ni colère. Juste une forme de détachement paisible. Clara, ce que tu as compris, tu aurais dû le comprendre avant. Avant de me mentir, avant de me trahir, avant d'organiser ma spoliation. Maman, c'est trop tard. Je sais. Mais j'avais besoin que tu le saches. Que tu saches que j'ai compris mon erreur. D'accord. Maintenant tu peux continuer ta vie. Je me dirige vers la sortie, puis me retourne une dernière fois. Clara? Oui. Dans tes futures relations, rappelle-toi ceci, l'amour véritable ne se mesure pas au portefeuille de celui qui l'offre, mais à la sincérité de celui qui le reçoit. Je quitte le supermarché, et Clara disparaît définitivement de ma vie. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement du 7e arrondissement, je regarde les lumières de Paris en buvant un verre de cognac. Mon téléphone affiche un message de Sophie, une architecte rencontrée il y a 2 mois, qui me propose un week-end à Londres. Une femme brillante, indépendante financièrement, qui me plaît pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle possède. Je lui réponds, avec plaisir. Puis j'ouvre mon ordinateur et commence à rédiger un nouveau projet professionnel. Une agence de conseil en stratégie digitale, spécialisée dans la protection de la réputation en ligne. Les compétences que j'ai développées pour démasquer Clara et Julien peuvent servir à d'autres victimes d'escroquerie. En écrivant, je pense à cette phrase que j'ai dite à Clara, ce n'était que le début. Elle croyait que je parlais de vengeance. En réalité, je parlais de reconstruction. Clara a détruit l'homme naïf que j'étais. Mais de ses cendres est né quelqu'un de plus fort, plus lucide, plus libre. Quelqu'un qui sait désormais faire la différence entre l'amour et la manipulation, entre la confiance et la crédulité, entre la générosité et la faiblesse. Quelqu'un qui n'a plus peur des trahisons, parce qu'il sait les détecter. Quelqu'un qui n'a plus peur de l'amour, parce qu'il sait le reconnaître. Clara voulait me détruire pour s'enrichir. Elle m'a libéré pour se perdre. Au final, c'est moi qui ai gagné. Je ferme l'ordinateur, finis mon verre, et vais me coucher. Demain commence le premier jour de ma vraie nouvelle vie. Une vie où je sais exactement qui je suis, ce que je veux, et ce que je ne tolérerai jamais. Mais au fait, qui vous dit que cette histoire est terminée? Qui vous dit que Clara ne prépare pas déjà sa revanche?
Qui vous dit que Julien n'avait pas d'autre complice? Qui vous dit que Sophie est vraiment celle qu'elle prétend être? Dans le monde de l'escroquerie sentimentale, rien n'est jamais vraiment fini.